bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. J'aimerais faire une petite introduction pour expliquer de quoi je vais parler. Donc tout d'abord, je vais parler avec vous des composantes du territoire. C'est une grille d'analyse très classique en géographie. Ensuite, j'aimerais aborder avec vous quelque chose de plus récent. C'est tout simplement une grille ACVP, donc atout, contrainte, potentialité, vulnérabilité. Je vais vous expliquer tout ça, pas de panique, mais je vais aussi un peu critiquer entre guillemets la grille d'analyse, parce que la grille d'analyse est limitée. Et enfin, j'aimerais parler avec vous de la notion de continuité, de discontinuité spatiale en géographie. Ça se traduit par en général une analyse des disparités spatiales. Cette introduction est terminée. Passons à la première partie sur les composantes du territoire. Voilà, alors vous constatez que j'ai changé de tenue, c'est juste parce que j'ai refait une prise un autre jour, parce que j'avais oublié de la faire. Donc, petit conseil d'utilisation sur la vidéo. Vous voyez qu'elle est longue. Elle fait quand même une demi-heure. Donc s'il vous plaît les gars, ne mangez pas ou ne vous mangez pas la vidéo d'un coup. Ok ? Je vais mettre dans la description, je vais mettre dans la description le minutage des différentes parties. L'idée, c'est que vous la regardiez en plusieurs épisodes, okay, en plusieurs fois, mais aussi que si vous utilisez la vidéo comme rappel, ben vous n'avez qu'à aller voir dans la description le point qui vous intéresse et le minutage qui lui correspond. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, donc s'il vous plaît, ne la regardez pas d'un coup, sinon vous allez avoir beaucoup de mal, parce qu'une demi-heure de vidéo, c'est quand même très très long. Et bien voilà, maintenant que c'est dit, on peut démarrer. C'est parti! Alors, parlons maintenant des composantes du territoire. Je vais commencer par une définition, parce que je trouve qu'elle explique très bien ce dont on veut parler, ce dont on va parler, et donc une définition que je vais vous lire. Dans un milieu de vie, on retrouve toujours les mêmes composantes, car l'homme ne peut vivre qu'avec d'autres hommes, dans un relief et un climat, où il y a toujours une activité, des croyances et des habitudes. Il est aussi obligé de régler ses relations avec les autres. Eh bien, dans cette définition, on a au moins 5 des 6, enfin, on a 5 des 6 composantes dont on va parler après. Et je trouve que cette définition explique, ou du moins décrit bien ce dont on parle. Alors avant de détailler les différentes composantes, je voudrais attirer votre attention sur les 3 images du dessous. On parle de milieu de vie dans la définition. Ben, les gars, milieu de vie, c'est très large. Un milieu de vie, ça peut être une ville, ça peut être un continent, voire un pays entier, ou alors ça peut être un village. Ça peut être aussi une partie de la forêt amazonienne qui regroupe des tribus plus traditionnelles. Donc c'est très vaste le terme niveau de vie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, je vais détailler maintenant les différentes composantes. Vous avez la composante naturelle. En bref, c'est toutes les informations qui concernent l'environnement au sens large. Donc ça peut être le sol, le sous-sol, le climat, le relief, l'hydrographie, la faune, la flore, etc. Bref, dès que vous avez une information qui concerne de près ou de loin ces sujets-là, cette information rentre dans la composante naturelle. Il y a la composante sociale. Son objectif est très simple, c'est d'évaluer le niveau de vie d'une société. Est-ce qu'il y a beaucoup de riches? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inégalités? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de vieux? Est-ce qu'on a une population vieillissante? Est-ce qu'il y a beaucoup de disparités et d'inégalités socio-économiques? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inégalités spatiales, par exemple? J'ai dit plusieurs fois la même chose, mais vous avez compris. Dès que vous avez quelque chose qui traite de ces sujets-là, ça rentre dans la composante sociale. La composante politique, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais en bref, il s'agit de s'interroger sur le type de régime en place. Voire sur les niveaux de pouvoir. Mais en bref, une démocratie n'aura pas les mêmes... Enfin, un régime démocratique n'aura pas le même effet qu'un régime autoritaire. Et je vous ai mis à titre d'info les 3 niveaux de pouvoir dont on parle dans cette composante. Le pouvoir législatif, c'est le niveau qui s'occupe de rédiger les lois. Le domaine exécutif, c'est ceux qui s'occupent de mettre les lois en application. Et enfin, le domaine judiciaire, c'est ceux qui sont censés veiller à ce que les lois soient bien respectées. Il y a aussi la composante culturelle. Alors dans cette composante culturelle, on pourrait résumer cette composante par le mode de pensée. C'est tout ce qui touche à l'art, à la religion, à la culture, à notre rapport à l'art, mais aussi aux loisirs. Par exemple, ça peut concerner le cinéma, le théâtre, etc. Bon, bref, toutes ces informations-là rentrent dans la composante culturelle.
Alors, il y a aussi la composante historique. Et là, vous allez me dire, mais monsieur, on va peut-être laisser ça pour le cours d'histoire. C'est vrai qu'on pourrait. Mais il ne faut pas perdre de vue que pour comprendre le présent, il faut quand même avoir une petite idée du poids du passé. Et donc même dans un cours de géographie, il faut tenir compte de l'histoire d'un milieu pour comprendre son présent. Et enfin, il y a la composante économique qui va regrouper l'ensemble des activités liées au travail. Donc il y a 3 secteurs, un secteur primaire, plutôt agriculture, extraction de matières premières. Le secteur secondaire, c'est l'industrie et tous les processus de transformation. Et puis le reste des activités, c'est tout simplement les activités de service. Et là, vous allez me dire, mais monsieur, vous êtes bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces composantes? Eh bien, c'est très simple. Quand vous vous renseignez sur un territoire, quand vous lisez des textes, quand vous regardez des cartes, quand vous visionnez ou des vidéos ou écoutez des podcasts, vous allez recevoir des informations. Ces informations, elles vont rentrer de préférence dans une composante plutôt que dans d'autres composantes. Eh bien, c'est tout simplement à ça que ça sert. Vous classez les informations que vous recevez, que vous traitez, et vous les mettez dans les composantes auxquelles elles correspondent. C'est à peu près tout, et donc un exemple, et on fera un exercice après. Je vous donne des documents, je vous demande de trier les informations par composante, vous lisez le document et vous vous attribuez les informations à la composante correcte. Alors, petite précision quand même, imaginons que vous n'ayez pas d'informations sur l'ensemble des composantes, c'est pas grave. C'est comme dans tout. Plus vous allez lire, plus vous allez passer du temps sur un territoire, sur un sujet, ce que vous voulez, plus vous allez avoir d'informations et donc plus votre analyse sera complète. Donc en fait, la qualité de votre tableau, ou du moins le caractère exhaustif de votre tableau, c'est-à-dire savoir s'il est complet ou pas, ça va un peu dépendre de la qualité de vos documents, du temps que vous mettez et de ce que moi je vous donne comme document, mais aussi comme temps. Voilà, c'est à peu près tout pour les composantes du territoire. Paniquez pas, on va faire des exercices par la suite, mais il fallait au moins que je vous les explique une fois. Et donc maintenant, nous allons passer à la grille d'analyse suivante, c'est la grille d'analyse ACVP. Et il va falloir que je vous explique tout ça. C'est parti! Alors, on va parler maintenant de la grille ACPV. Donc, c'est une grille d'analyse qu'on va utiliser fréquemment dans le cadre du cours de géographie. Et pour vous faciliter la vie, je vais vous l'expliquer. Alors, on va attaquer la grille ligne par ligne, ce sera plus simple. Donc, dans la ligne site, vous allez vous intéresser aux atouts et aux contraintes du milieu par rapport à un aménagement. En bref, et pour vous donner un exemple concret, vous allez vous intéresser aux atouts et aux contraintes d'un site dans le cadre, par exemple, de l'installation d'un barrage ou dans le cadre de l'installation d'une décharge ou d'un système de distribution d'eau, etc. Donc ça, c'est tout pour la ligne site. On fera des exercices parce que je pense que même si je devais vous l'expliquer une fois, des exemples concrets seront 10 fois plus parlants. Et enfin, pour la ligne aménagement, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on va s'interroger sur les potentialités et les vulnérabilités. Donc, pour faire court et pour dire ça plus simplement, on va s'intéresser aux impacts positifs et négatifs de l'aménagement sur le site. Si par exemple vous prenez l'exemple du barrage, une potentialité, ça sera la production d'énergie électrique ou l'approvisionnement en eau. Par contre, en termes de vulnérabilité, vous allez peut-être avoir une partie de votre territoire qui va être inondée et des personnes vont devoir être expulsées. C'est un exemple, évidemment. Il faudra qu'on passe du temps à faire des cas d'études précis et à étudier des cas concrets. C'est à peu près tout pour l'analyse de la grille. Mais il faut quand même la critiquer un petit peu. Alors, je trouve que l'outil n'est pas dénué de sens, mais il est très très vite limité. Donc tout d'abord, il faut savoir que c'est une adaptation des grilles à forme SWOT, ce sont des outils qu'on retrouve dans les stratégies d'entreprise, mais ça j'y reviendrai après. Alors je trouve que c'est une approche qui est très fortement orientée sur les relations entre les infrastructures et le milieu, ou entre des aménagements et le milieu. Il y a d'autres façons d'analyser des phénomènes géographiques. Je pense par exemple à une analyse qui aura pour but d'étudier les causes et les conséquences d'un phénomène. Et enfin, et c'est peut-être ça qui me dérange un petit peu dans cet outil, je vous ai dit, cet outil est tiré des outils de stratégie en entreprise.
Donc en bref, c'est une méthode d'analyse propre aux entreprises, et donc on vous demande d'analyser une situation avec une grille d'analyse propre aux entreprises. Et donc en bref, on vous demande de penser comme en entreprise. Et là, je trouve que c'est un peu discutable pour deux raisons. La première, c'est que je ne suis pas certain que le but d'un cours soit de vous apprendre à penser comme dans tel ou tel milieu. L'autre point, c'est que ce n'est pas dit clairement. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on utilise un outil pareil, mais quand on utilise un outil, il faut savoir d'où l'outil vient et dans quel milieu il est utilisé de façon préférentielle. Et donc moi, ce que je recommande, on peut très bien utiliser cet outil pour plein de choses, l'installation de barrages, un système de distribution d'eau, une centrale, enfin ce que vous voulez, n'importe quel aménagement, que ça fonctionne. Mais il y a d'autres grilles d'analyse, par exemple, faire un schéma cause-conséquence est tout aussi valable. C'est un outil qui est complémentaire aux autres, mais ce n'est pas un outil qui est exclusif à la géographie, et ce n'est pas non plus une façon de penser ou une grille d'analyse qui est utilisée, enfin ce n'est pas la seule grille d'analyse qui est utilisée en géographie. Et donc, ça c'est un autre conseil que je vais vous donner. Quand vous utilisez un outil, ne lui donnez pas un autre usage que celui pour lequel il a été conçu. C'est pareil pour les indicateurs, si vous voulez. Vous utilisez n'importe quel indicateur, n'essayez pas de lui faire dire autre chose que ce pourquoi il est conçu. Eh bien, c'est tout pour la grille ACPV. On va parler maintenant des discontinuités et des continuités spatiales. Alors maintenant, on va parler des continuités et des discontinuités spatiales. Alors, ce sont des termes plus simples que les précédents. Et je voudrais d'abord faire quelques observations. Nous vivons, jusqu'à preuve du contraire, dans un monde limité. Bah ouais les gars, la Terre, elle a une taille précise, un périmètre précis, et même un volume précis. Vous prenez n'importe quel élément, une forêt, un fleuve, une route, enfin, ce que vous voulez, cet élément a une taille finie, il a un début, il a une fin. Dans le monde, rien n'a une taille infinie. Tout est fini. Donc on vit dans un monde vraiment limité, on vit dans un monde de limites. Même si vous prenez l'univers, qui est en expansion constante, eh bien l'univers a une taille précise, il a un début, il a une fin. Alors, donc on pourrait se dire, bah alors du coup, si tout est fini, il n'y a que des discontinuités spatiales. Mais ce n'est pas aussi simple. Parce que ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de voir l'influence de l'échelle sur les continuités, les discontinuités spatiales. Et pour ça, on va prendre comme exemple la forêt tropicale humide amazonienne. Donc ici, en fait, on a une photo. C'est la photo d'une forêt tropicale humide amazonienne et plus précisément de la canopée, c'est-à-dire la partie supérieure de la forêt. On a une échelle relativement grande, parce que c'est une photo aérienne. Bien sûr, cette photo, on voit quelque chose de continu. On voit que la forêt amazonienne n'a ni début, ni fin. Elle s'étend à des dizaines, voire des centaines de kilomètres à la ronde. Et donc, du coup, on voit que des éléments de grande taille à des échelles très grandes apparaissent comme continus. Donc ici, on a une grande échelle, une photo aérienne, et on ne distingue ni le début ni la fin de la forêt amazonienne ou de la forêt tropicale humide. Par contre, si on change d'échelle, vous avez ici une carte qui illustre la forêt tropicale humide. Là, on a une échelle plus petite. Et j'ai envie de vous dire qu'ici, on voit des discontinuités spatiales. Oui, on voit les limites de la forêt tropicale humide. On distingue bien sa superficie, on voit ses limites nord, sud, est, ouest. Ce que je voulais vous dire, c'est que la notion de continuité ou de discontinuité spatiale, elle est vraiment influencée par l'échelle. Et d'ailleurs, les exemples des photos sont très parlants. Une échelle relativement grande, c'est le cas de la photo aérienne, va faire apparaître des continuités spatiales. À l'inverse, une échelle plus petite va faire apparaître des discontinuités. Et donc ça, c'est un truc que vous ne devez pas perdre de vue, c'est que la question de continuité ou de discontinuité spatiale, elle est très fortement influencée par l'échelle à laquelle vous travaillez. L'analyse des continuités et des discontinuités spatiales, ce n'est ni plus ni moins que l'analyse des disparités spatiales d'un territoire. En bref, vous expliquez comment votre territoire est organisé, les différentes activités, ce que vous trouvez dessus, et en fonction de l'échelle à laquelle vous travaillez, vous allez dire si certains éléments sont continus ou pas. Voilà, c'est terminé pour les grilles d'analyse. Alors je vais revenir sur certains points, certaines critiques que j'ai faites, donc je ne vais pas redétailler l'ensemble des grilles, je l'ai fait dans le cadre de la vidéo. Si vous n'avez pas tout compris, je vous invite à regarder de nouveau. Mais je voudrais revenir sur certaines critiques.
notamment sur la grille ACPV. Donc il faut comprendre que ce que je reproche à cette grille, ce n'est pas son utilité. Il est évident que dans certains cas, cette grille se justifie tout à fait. Mais là où je la critique, c'est que c'est quasiment la seule grille qui est présente dans le cours de géographie, du moins dans le cours de géographie selon le programme. Et l'autre critique que je formule, c'est qu'elle est issue des stratégies d'entreprise. C'est de la théorie d'entreprise appliquée à un cours. Et c'est pas dit clairement. Et ça me dérange. Dans la mesure où, quand on utilise un outil, j'aime bien qu'on dise d'où il vient. Et parce que quand vous utilisez un outil, si vous voulez, vous utilisez... Aucun outil n'est neutre. Donc c'est-à-dire qu'il y a une logique qui va avec cet outil. Et donc c'est bien de connaître cette logique. Et alors l'autre critique que je formule, c'est pour les continuités, discontinuités spatiales. En fait, pour faire court, je trouve qu'on se complique la vie pour expliquer des choses extrêmement simples. En fait, l'analyse des continuités, discontinuités spatiales, c'est une analyse des disparités spatiales, tout simplement. Donc c'est terminé pour la partie vraiment théorique. Alors, pour ceux qui utilisaient la vidéo comme rappel, parce que c'est le principe des vidéos, qui ont fini, les gars, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Pour les autres, je vous donne rendez-vous dans la suite où je vais faire une étude de cas. Et je vais utiliser la grille ACPV sur le système de distribution d'eau en RDC. Pour ceux qui vont rester, c'est parti. Pour les autres, bonne route, bonne journée et à bientôt. Eh bien, c'est parti pour l'exercice sur l'eau en RDC. Donc, je vais vous l'expliquer ici brièvement. En fait, ici, c'est pas très compliqué à comprendre. Vous avez principalement des textes qui sont présents de la page, je revérifie, de la page 11 à la page 15 dans votre dossier sur le Congo. Donc, l'idée, c'est d'identifier les informations utiles dans ces textes et puis après de les replacer dans le tableau. Mais on ne va pas utiliser uniquement ces textes-là. On va aussi utiliser les éléments de théorie qu'on a vus sur la situation, sur la circulation générale des masses d'air, mais aussi les informations qu'on a pu tirer de la carte thématique qualitative de synthèse qu'on a fait. Donc sans transition, on peut commencer. Eh bien, c'est parti pour la résolution de l'exercice. Alors, tout d'abord, il faut quand même que je vous le dise, le but du jeu, c'est pas que vous recopiez ce que je vais vous dire, ou ce que je vais afficher sur les slides. Le but du jeu, c'est que vous fassiez d'abord l'exercice. Vous devez voir cette partie-ci plutôt comme une correction, même si je vais vous donner quelques explications complémentaires. Donc, je vous ai remis le tableau avec lequel on va travailler. C'est tout, c'est le tableau que j'ai présenté au début de la vidéo. Et ensuite, j'ai rajouté une catégorie tout en dessous. C'est une catégorie que j'ai intitulée « Description de la situation ». Bon, il est possible que le nom change avec l'avancée de l'année, quand l'année va avancer, mais c'est le nom que je vais donner pour le moment. Et en fait, dans cette partie, on va mettre toutes les informations, tous les chiffres qui nous aident à comprendre la situation. Parce qu'une analyse qualitative, c'est bien, mais une analyse quantitative, c'est mieux. Et donc, il faudra bien faire attention de remplir correctement ces différentes catégories. Donc à partir de maintenant, en fait, je vais vous montrer la solution de l'exercice. Alors, c'est une question d'honnêteté. Vous pouvez effectivement recopier ce que j'ai mis sur les différents slides, etc. Mais soyez honnête avec vous-même, quand vous devrez faire l'exercice seul, il vaut mieux que vous l'ayez fait une fois ou deux seul avant. Donc ne vous contentez pas de recopier simplement l'exercice. Faites-le, mettez la vidéo en pause, et puis après on passera à la correction. Et bien sans transition, c'est parti pour la solution. Et voilà la dernière ligne droite, donc on va passer à la correction. Donc j'espère que vous avez bien bossé, parce que je ne vous cache pas que l'exercice, c'était quand même un gros morceau. Il y avait beaucoup d'informations à traiter, et beaucoup de chiffres, etc. Donc c'était quand même un exercice assez intense, osons le mot. Donc on va parler simplement de la description. Bon, si on veut noter quelques faits qui vont nous aider à comprendre la situation, on va noter environ, je pense, 5-6 faits, quelque chose comme ça. Donc le premier, c'est que vous avez simplement 30% des Congolais qui ont accès à une eau potable. Il faut savoir que dans le monde, c'est le pourcentage le plus faible. Deuxièmement, si on regarde la consommation journalière, eh bien on se rend compte que les Congolais consomment 7 mètres cubes d'eau par an par habitant, ce qui est très faible.
Si on regarde même dans les pays du Sahel, qui sont des pays désertiques, la consommation d'eau est supérieure, alors que dans ces pays-là, précisément, ce sont des pays qui manquent d'eau. Et si on regarde les secteurs d'activité qui consomment le plus d'eau, en RDC, on a en premièrement le secteur domestique, qui représente à peu près la moitié de la consommation d'eau totale, suivi de l'agriculture et de l'industrie. Et il faut savoir que les besoins en eau du Congo, ou de la RDC, vont augmenter. D'ici 2025, dans le secteur domestique, elle devrait être multipliée par 5, dans le secteur agricole par 4, et dans le secteur industriel par 2. Donc c'est pas rien non plus. Alors il faut aussi savoir que seulement 31% des eaux sont traitées. C'est le pays qui a le pourcentage le plus faible au monde, donc ça il faut toujours le savoir. Les infrastructures sont dégradées. Il y a un manque d'électricité, manque de pièces de rechange, etc. Mais enfin bref, les infrastructures de distribution d'eau sont dégradées. Et enfin, il y a aussi une absence de protection des ressources en eau. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments que je place dans la catégorie description parce que ce sont des éléments factuels qui expliquent la situation. Terminé pour la description, passons à la suite. Donc ici, nous allons parler des atouts. Alors, donc il convient de s'interroger à quelles sont les caractéristiques du site qui vont avoir un effet plutôt positif sur l'infrastructure. Ici, par infrastructure, il faut entendre les infrastructures de distribution d'eau en RDC au sens large. Bon. Et en plus, j'ai essayé ici, enfin du moins, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai fait 2 exercices en un, c'est-à-dire que non seulement je vous ai listé les atouts, mais en plus j'ai mis les composantes ou la composante auquel ils se rattachaient. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble et comment on peut utiliser cette fameuse grille des composantes du territoire. Donc, pour faire court, les atouts, ils sont à placer dans la composante naturelle. Le Congo est un pays qui se trouve au niveau de l'équateur. Les précipitations sont très importantes et ça peut s'expliquer par un simple fait. C'est qu'au niveau de l'équateur, on a une basse pression équatoriale. Et au niveau de cette basse pression équatoriale, les précipitations sont très élevées. Donc il faut aussi préciser que le pays possède les ressources en eau douce les plus importantes d'Afrique. Et c'est à peu près tout. Donc il faut bien prendre conscience que ce n'est pas un pays qui manque d'eau. Ça veut dire que le souci vient d'ailleurs. Sans transition, passons à la suite. Passons maintenant aux contraintes. Alors les contraintes, vous le voyez, elles sont quand même nettement plus nombreuses et la première chose qu'on remarque, c'est que les contraintes ne se retrouvent pas dans les mêmes composantes. Donc les principales contraintes appartiennent à la composante politique, mais aussi à la composante sociale. Alors, les phénomènes qui vont avoir un effet sur l'infrastructure de distribution d'eau en RDC, c'est-à-dire les contraintes. Là, on a tout d'abord le manque d'investissement. Donc, le Congo, la RDC, n'investit pas assez dans ces infrastructures. On observe aussi une contradiction entre les différentes juridictions, ce qui fait que c'est une cacophonie pas possible, etc. Et donc, il y a des divergences entre les niveaux de pouvoir. Il y a 85% des investissements qui sont directement octroyés au milieu urbain. Sauf qu'il faut savoir que plus de la moitié de la population en RDC vit en dehors des milieux urbains. C'est un pays aussi qui a été ravagé par les conflits armés et qui a été affecté par des problèmes de gouvernance, notamment de la corruption. Et enfin, il y a une absence de zone de protection des ressources en eau, ce qui fait que les ressources en eau sont contaminées par toute une série d'activités. Ça peut être, je ne sais pas moi, l'élevage, l'agriculture, l'industrie, enfin bref, il y a tout un tas d'activités qui dégradent et qui contribuent à dégrader les ressources en eau. Alors j'ai mis toutes ces catégories-là, toutes ces contraintes dans la composante politique parce qu'elles relèvent de choix de société. Donc elles relèvent de décisions gouvernementales. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans cette composante-là. Ensuite, au niveau de la composante sociale, on a une fameuse contrainte, c'est la croissance démographique. Elle est de 4% dans les villes et de 2,5%, enfin ici j'ai mis 2, mais elle est de 2% dans les campagnes. Alors ça n'a pas l'air terrible comme ça, mais une croissance annuelle de 4%, ça veut dire que votre population, elle double en un peu plus de 10 ans. Ce qui est extrêmement, extrêmement rapide.
Alors que par exemple, une croissance de 2%, c'est un doublement de la population après 20 ans, quelque chose comme ça. Donc je vous l'ai dit, la population rurale représente 58% de la population totale. Et alors l'autre chose, c'est que toute cette croissance démographique fait qu'il y a une expansion non contrôlée des milieux urbains, des activités agricoles, de toute une série d'activités. Et quand il n'y a pas de planification d'activité, ça devient n'importe quoi. Et tout ça, tous les éléments que je viens de citer vont affecter les infrastructures de distribution en eau en RDC. Et elles vont les affecter même très, très, très négativement. Et bien, sans transition, on passe à la suite, encore une fois. Et donc maintenant, nous allons parler des vulnérabilités. Alors les vulnérabilités, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va s'interroger de l'effet de l'infrastructure sur le site. Alors ça peut être l'effet d'une infrastructure en mauvais état, mais ça peut être aussi l'effet négatif futur. Et donc là, la question qu'il faut se poser, c'est qu'il faut essayer d'émettre des hypothèses. C'est-à-dire, à partir du moment où on va telle direction, par exemple, si on laisse les réseaux, si on laisse l'infrastructure d'approvisionnement en eau en RDC dans l'état dans lequel elle est, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Qu'est-ce que ça va donner? C'est ce genre de questions-là qu'il faut se poser. Par contre, on peut aussi se poser la question, si les infrastructures sont remises en état, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc ici, en bref, il s'agit de se demander quels sont les impacts de l'infrastructure sur le milieu de vie. Donc les impacts actuels, mais aussi quels sont les impacts futurs potentiels, positifs comme négatifs. Ici, on va parler évidemment des impacts négatifs. Bon, déjà, il y a de nombreuses maladies hydriques, diarrhée, thyroïde, choléra, etc. Et il y a aussi une dégradation des ressources en eau. Donc voilà, ça, c'est les premiers problèmes auxquels on est confronté. Et ça, je les ai placés dans la composante naturelle. Parce que ça touche à l'environnement et les maladies, jusqu'à preuve du contraire, font partie de la faune et de la flore. Ensuite, dans la composante sociale, il y a aussi quelques vulnérabilités. Déjà, le réseau de distribution tel qu'il est fait que, en ville, 79% des personnes ont accès à l'eau. Dans les zones rurales et périurbaines, c'est à peine 30%, et enfin dans les zones reculées, là on est à moins de 5%. Donc on a une disparité spatiale, une inégalité en matière d'accès à l'eau, une inégalité spatiale qui est très importante. Ensuite, il faut savoir qu'à partir du moment où les infrastructures ne sont pas en bon état, la recherche, la recherche d'eau, le transport d'eau, le fait de simplement avoir de l'eau, ça devient une activité laborieuse, assez pénible, qui est effectuée par les femmes et les enfants principalement. Mais il faut aussi savoir que dans les zones très peuplées, c'est le cas de certaines villes notamment, l'eau est tellement rare que le prix explose et donc tout le monde ne sait pas se la payer. Et donc voilà l'ensemble des vulnérabilités auxquelles la RDC est confrontée. Et donc maintenant, passons simplement à la dernière catégorie, les potentialités. Eh bien voilà, dernière partie, alors c'est peut-être pas la plus simple, parce qu'on va parler des potentialités. Alors la plupart des potentialités rentrent dans la composante politique. Bon, effectivement, la RDC ne pourra s'en sortir que si elle adopte une politique différente en matière de gestion de l'eau. Il y a déjà eu des choses qui ont été tentées. Par exemple, l'adhésion de la RDC aux objectifs du millénaire, c'est en lien avec les Nations Unies. Mais il faut aussi qu'elle passe par une élaboration d'une politique nationale de l'eau, la mise en place d'un système d'information national sur l'eau, ou une autonomie en matière de gestion à petite échelle. Et ça, je vais peut-être insister un peu dessus. Donc, une partie de la solution ne consiste pas à dire c'est l'État qui gère tout, mais c'est tout simplement que l'État doit mettre en place une structure, mais en même temps laisser la gestion d'infrastructures beaucoup plus locales aux communautés locales. C'est-à-dire les communautés locales doivent avoir plus d'autonomie quand cela s'avère nécessaire. Voilà, c'est pas dire grand-chose de plus. L'exercice est terminé. Sans transition, maintenant, on va passer à la conclusion et c'est déjà pas mal. Allez, à tout de suite. Et voilà, c'est le moment de la conclusion. Donc, j'espère que vous avez bien bossé. Donc voilà, pour faire
faire court, ici on a fait un gros exercice. Si jamais vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, on en discutera en classe, parce que l'objectif des vidéos, évidemment, c'est pas de remplacer le présentiel, mais c'est simplement de consacrer le présentiel à ce pourquoi il l'a fait, ce pourquoi il les fait, c'est-à-dire des interactions entre vous et moi. Bon. Alors, donc je me suis rendu compte en faisant l'exercice avec la grille ACPV ou la grille AFOM, c'est à peu près la même chose, et c'est vraiment un truc que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression qu'on a essayé de créer un outil pour faire rentrer une logique dans un cours. Et ça, moi, ça me dérange profondément. Si on avait fait une analyse cause-conséquence classique comme on faisait les années précédentes dans les programmes précédents, ça aurait été beaucoup plus simple. Et donc ça, c'est un truc que je trouve fort dommage. Et donc, ce que vous ne devez pas oublier avec les grilles d'analyse, c'est que les grilles d'analyse doivent vous servir. C'est-à-dire qu'en bref, il ne faut pas tout faire rentrer dans des cases. D'accord ? Si à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a certains éléments qui ne rentrent pas dans des cases, soit de vous en créer de nouvelles, soit de vous changer de grille d'analyse. Enfin, il y a plein de grilles d'analyse existantes. Voilà. Et bien sur ce, les gars, aujourd'hui, je vais vous laisser. En tout cas, vous avez bien bossé si vous êtes arrivés jusque-là. On se retrouve bientôt et bonne continuation pour la suite. Soyez curieux, prenez soin de vous et à bientôt.